Bonjour à tous, bienvenue dans Géopresse, votre magazine des débats autour des questions d'actualité. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons faire un focus spécial sur trois portefeuilles du gouvernement Judith Suminwa. Trois portefeuilles à grands enjeux. Nous allons parler notamment des défis qui attendent le ministère de l'économie, des défis qui attendent le ministère des Affaires étrangères, mais également des défis qui attendent le ministère de l'Environnement avec la variante qui a été créée, celle du ministère délégué en charge de l'économie de climat. Et pour débattre et analyser autour de cette table, nous avons l'insigne honneur de recevoir Fiston Oleko encore une fois. Bonjour. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, Fiston Oleko, un habitué de Géopresse qui est journaliste ici à Géopolis Forum. À ma gauche, à votre droite, nous avons également Dieudonné Boanali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour Fiston Oleko, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, Dieudonné Boanali qui n'est plus à présenter également, il est un habitué de Géopresse. Il est journaliste ici à Géopolis Forum. Un troisième invité, Don Momat. Bonjour. Bonjour M. Patrick, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Don Momat, dont c'est la première, le premier numéro pour Géopresse. Bienvenue. Merci, c'est le deuxième numéro. Deuxième numéro, voilà, ça m'avait échappé. Avec deux présentateurs différents. Ah, ça m'avait échappé un petit peu. En tout cas, c'est la première fois que je vous ai autour de ce plateau. Moi, comme présentateur, c'est ma première en tout cas. Bienvenue dans mon match. Messieurs, on va commencer avec le débat déjà, avec le ministère de l'économie, Fiston Oleko. On sait que ce ministère a échu à un habitué du secteur économique, le professeur Nkoko Samba, très respecté. C'est une personnalité qui est connue. Quels sont les défis, selon toi, auxquels il est confronté déjà en tant que VPM de l'économie? Oui, merci beaucoup Patrick Ilunga. Je pense que déjà, on va trouver les défis qu'il attend le professeur Daniel Nkoko Samba dans ce qu'il a écrit quand il écrit son livre « Guérir les Congos du mal zaïrois ». Donc c'est ça aussi le premier défi qu'il attend. Et moi je pense que l'économie congolaise doit être aussi analysée un peu dans sa globalité parce qu'il y a beaucoup d'implications. Si on veut parler de l'économie, on va aussi aller un tout petit peu aux finances, on va aller un tout petit peu au budget, on va aller un tout petit peu dans les hydrocarbures, pourquoi pas même dans les mines. Donc moi je pense que les défis énormes et les tout premiers défis qui attendent, je l'ai déjà évoqué d'ailleurs, guérir le Congo du mal zaïrois, mais il y a aussi d'autres défis subsidiaires, on va les appeler comme ça. Il y a d'abord cette question du pouvoir d'achat des Congolais, ça pose énormément de problèmes. L'instabilité du prix des prix des biens et services sur le marché, et ça fait que les Congolais voient du jour au lendemain son pouvoir d'achat s'étioler et ça crée des déséquilibres au niveau des ménages. Et quand on veut maintenant se poser la question de savoir quelle est la cause de cette perte de pouvoir d'achat, là bien évidemment on va aller aux finances, on va voir les taux d'échange, on va voir la banque centrale. Donc la question est comme ça. Elle est transversale. Transversale. Oui. Et voilà, donc il y a cette question des pouvoirs d'achat, il y a ces questions aussi des salaires qui ne suivent pas, bien évidemment, l'évolution de la vie, l'évolution de la réalité économique sur le marché. Et vous savez que par exemple, nos papas qui travaillent à la fonction publique sont payés en francs congolais, alors que le franc congolais est instable. On parlait récemment aussi de l'augmentation des salaires des enseignants peut-être. Et au moment où on augmentait ces salaires-là, les dollars étaient par exemple à 20. Aujourd'hui, nous sommes à 28,5, 29. Vous voyez ce que ça fait déjà dans même la constitution ou la manière de projeter la vie des Congolais. Et ça crée vraiment des problèmes. Moi, je pense qu'il doit aussi travailler dans l'autosuffisance alimentaire en la République démocratique du Congo. Nous avons des problèmes. Récemment, son prédécesseur, Vital Kamerhe, a laissé une question qui est toujours pendante, le maïs. On a vu Vital Kamerhe à la tête d'une délégation en Afrique du Sud. On a vu Vital Kamerhe en Zambie
pour chercher... Fiston Oleko, vous avez la parole. Avant Vital Kamere, il y avait l'autre ministre, Kalumba, qui avait été d'ailleurs déchu. Voilà. C'était par une action parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est une... Moi, je me dis toujours que c'est un secteur qui... Il est difficile qu'on trouve un ministère qui réussit aussi longtemps que d'autres secteurs ne l'accompagnent pas. Je ne suis pas aussi pessimiste que ça, mais je pense que la question de l'économie de la RDC doit être étudiée de manière systémique en prenant en compte tous les éléments possibles. Et déjà, on sait qu'au niveau des finances, comme je l'ai dit ici, ça ne va pas. Les dollars, les francs congolais ne font que se déprécier. Quand on voit, par exemple, on va dans un autre secteur, je ne sais pas, sur le marché, par exemple, des hydrocarbures, ça, on voit les ministres des hydrocarbures, les marchés des produits pétroliers. Vous savez, vous êtes au courant comme moi que ça ne va pas aussi. Par exemple, l'année 2023, les prix de carburant à la pompe a augmenté à plus de 4 fois. Donc, toutes ces instabilités-là ont des effets sur les prix des biens et services sur le marché. Et les dernières victimes sont des Congolais, malheureusement. Voilà, la question est en tout cas transversale et systémique. On veut bien être optimiste, mais avec le décor qu'a planté Fiston Oleko, on sent vraiment que le défi est énorme et il touche à beaucoup d'autres ministères au-delà du ministère de l'économie. Nous allons passer la parole à Dieudonné Boinali. Vous avez écouté Fiston Oleko tout à l'heure. Vous avez forcément un autre regard, mais peut-être un regard similaire à celui de Fiston. Expliquez-nous d'abord en quelques mots quels sont les défis auxquels est confronté le ministère de l'économie, donc le professeur Daniel Mukoko Samba qui est titulaire là-bas. Bon, merci pour la question. Je vais d'abord commencer par rappeler que le professeur Daniel Mukoko Samba, ce n'est pas un néophyte dans l'univers économique de la République démocratique du Congo. C'est un enseignant d'économie, tout d'abord, à l'université de Kinshasa. En politique, c'est un ancien du parti Lumumbiste unifié. Il fut directeur des cabinets du premier ministre Adolphe Muzito. Et puis il deviendra par la suite, lors de la nomination d'Augustin Matata Ponyo comme Premier ministre, il va devenir son directeur des cabinets adjoint. Donc le professeur Daniel Mukoko Samba a déjà travaillé par le passé avec des premiers ministres. Donc, il est aussi ministre du budget. Voilà. Et puis il fut aussi vice-premier ministre du budget dans le gouvernement Matata II. Maintenant, avec l'avènement du gouvernement souminois, le président de la République, Félix Tshisekedi, a jeté son dévolu sur ces brillants professeurs et expérimentés. C'est lui, en fait, l'expert spirituel de la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Beaucoup de personnes attribuent ce succès au Premier ministre Matata Ponyo, mais l'expert spirituel, celui qui a conçu ces projets, c'est Daniel Mukoko Samba. C'est aussi un ancien du programme des Nations Unies pour le développement. C'est vraiment un économiste praticien. Il est enseignant, mais il pratique, il vit ce qu'il enseigne au quotidien. Maintenant, son bilan élogieux dans les différents cabinets ministériels, à la primature et en tant que vice-premier ministre au budget, a plaidé pour lui. Vous savez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a terminé son premier mandat. Nous connaissons tous les bilans. Maintenant, il a été réélu. Il est à son dernier mandat. Il est obligé de le réussir. Et pour réussir cette mission, il doit s'entourer de la meilleure équipe possible. Voilà pourquoi il a choisi le professeur Mukoko Samba pour gérer le portefeuille de l'économie. Pour moi, il sera comme un poisson dans l'eau parce que c'est son secteur. Il a étudié, il l'enseigne, il l'a géré par le passé. Moi, je ne vois pas là où il sera en difficulté. Mais
le ministère de l'économie a aussi ses attributions. C'est là où je vais citer, en citant quelques attributions. Le ministère de l'économie nationale a comme première attribution, vous avez la politique économique nationale sous divers aspects, notamment la politique générale de la production, ainsi que la politique et la réglementation du marché intérieur par le suivi et le contrôle quotidien de tous les prix. Je souligne de tous les prix. Vous avez aussi la mise en valeur de l'ensemble de l'espace productif national en collaboration avec les ministères ayant l'industrie et les petites et moyennes entreprises dans leurs attributions. Maintenant, j'ai planté les décors, je m'explique. Vous savez, les hommes d'affaires disent, Patrick Ilunga, quand l'économie va, tout va. Oui. Quand l'économie va mal, tout va mal. C'est un secret, voulais-je dire, de Polichinelle. L'économie congolaise est extravertie. Elle est bâtie sur les mines, un secteur extractif. Nous ne faisons que ramasser, extraire les matières premières des entrailles de notre pays. On ne le fait même pas subir une légère transformation, même une totale transformation, pour leur ajouter, permettez-moi la tautologie, une certaine valeur ajoutée pour créer des emplois, transformer nos matières premières sur place. Par là, vous comprenez que nous avons un sérieux problème d'un secteur qui prédomine dans l'économie nationale, d'où il faut diversifier l'économie nationale. C'est le premier défi à relever par Mukoko Samba. Bon, vous avez aussi l'autre défi. Dans notre pays, il y a une mafia qui ne dit pas son nom, qui a élu domicile. Vous avez des opérateurs économiques avec les systèmes fiscal et douanier que nous avons au pays, qui est déclaratif. C'est-à-dire vous-même vous déclarez ce que vous avez vendu et les agents du fisc font foi à vos déclarations. Donc l'administration publique n'est pas informatisée. Il n'y a pas moyen de contrôler tous ces Indo-Pakistanais, bref les Asiatiques, tous les autres compatriotes qui sont dans le secteur économique, qui vendent, qui produisent, qui achètent et revendent des marchandises et des services. Il n'y a pas moyen de contrôler. Je vous donne un chiffre. Si nous avons par exemple un produit intérieur brut de 300 millions de dollars américains, mais vous allez voir, les gens vont déclarer pas plus de 30%. C'est pour vous dire que beaucoup de contribuables échappent au fisc congolais et à la douane. Beaucoup de Congolais ne payent pas les impôts, beaucoup de Congolais ne payent pas la douane, beaucoup de Congolais payent les impôts et taxes en minorant leur chiffre d'affaires. C'est là où le ministre de l'économie est très entendu, Daniel Mukoko Samba. Vous avez aussi les lois du pays qui exigent à tout opérateur économique, quel que soit votre secteur de prédilection, vous êtes dans le secteur des transports en commun, transport aérien, transport terrestre, vous êtes dans l'agro-industrie, dans la panification, dans l'habillement, vous devez afficher vos prix. Mais quels sont les opérateurs économiques qui affichent les prix? Est-ce que dans les boutiques qui vous environnent dans votre quartier, quand vous entrez pour acheter même un papier mouchoir, vous avez déjà vu dans une boutique les prix affichés? Nous vivons aussi dans un pays où, dans une même ville, là je suis parti loin, je prends l'exemple d'un quartier. Vous vivez dans un quartier, vous avez les mêmes commerçants qui vendent les mêmes types de produits, mais à différents prix. À des prix différents. Et pourtant, ils s'approvisionnent aux mêmes fournisseurs. Comment imaginer, Patrick Ilunga, je change d'avenue, les mêmes produits que j'ai achetés à 1000 francs congolais, je l'achète encore à 3000 francs congolais parce que la boutique, là où j'ai l'habitude de m'approvisionner, c'est bien là où le stock est épuisé. Mais voilà, il y a un sérieux problème de la protection du pouvoir d'achat de la population et surtout des gagnes petits. Je pense qu'il doit aussi, pas faire les plaidoyers, augmenter, soit recruter les inspecteurs des affaires économiques. Le pays est passé de 11 provinces
à 26 provinces, mais certaines administrations n'ont pas suivi les mouvements. Très bien. Vous avez dans certaines provinces où il n'y a pas des inspecteurs des affaires économiques pour contrôler ces secteurs vitaux pour les pays, surtout en matière des prix qui nous concernent, nous, journalistes. Voilà, le contrôle de prix, c'est un défi, en tout cas pour le VPM, vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba. Dans mon mat, on ne fait pas le débat autour de la compétence avérée du ministre du VPM. On sait que Daniel Mukoko Samba, il a été. Mais au regard d'abord, de ce qu'on observe sur le terrain économique et au regard de la prise de parole de Fiston et Dieudonné, quel regard portez-vous en tout cas, sur les défis qui se dressent devant le VPM Mukoko Samba? Merci de m'accorder la parole. Fiston et Boinali sont revenus sur plusieurs défis. Je voulais juste, avant de répondre à votre question, revenir sur quelque chose qu'a évoqué récemment M. Boinali en parlant de prix. Et il faut dire qu'il y a une mesure qui existe, une mesure existante, qui a été prise d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui fait que dans tout le supermarché, dans toute le boutique, dans tout le magasin, que le prix soit affiché et qu'il soit en francs congolais. C'est là, justement, c'était pour aider. Ce sont des mesures prises, des petites mesures, on va les dire comme ça, pour aider à dédollariser l'économie congolaise. C'est un grand défi, la dédollarisation du franc congolais. Récemment, on a une autre mesure est tombée pas plus tard que cette semaine ou la semaine passée, où on exige à ce que les terminaux de paiement soient configurés en francs congolais. Disons qu'il y en a 13% qui sont configurés en francs congolais, mais il faut élargir cela pour que le Congolais puisse commencer à se servir davantage du franc congolais. On a vu des mesures comme ça et là, qui sont des mesures en fait incitatives, pas coercitives, pour essayer de dédollariser l'économie congolaise, parce que c'est un grand défi qui pèse sur nous. Qu'on parle du dollar, on va essayer de parler avec le langage du commun des mortels. Lorsque vous réveillez le matin, le dollar est à 27,5, le soir c'est à 28, le jour suivant c'est à 26. Ça crée des frustrations, ça crée des tensions. Et il y a eu plusieurs mesures justement, mais il faudrait que le ministre actuel puisse s'attaquer aux causes profondes, puisque ce que je viens de vous dire là, afficher les prix en francs congolais, payer en francs congolais. On a même exigé aux sociétés, aux entreprises de payer en francs congolais, de payer leurs taxes, leurs redevances, tout ce qui est dû à l'État, de le payer en francs congolais. Et aujourd'hui, on exige que tout soit payé en francs congolais. C'est bien, mais c'est comme s'attaquer à la malaria en donnant la tempérine. Pourtant, il faut donner la quinine. Et donner la quinine, c'est s'attaquer aux causes profondes de ce mal. Une des causes profondes, c'est quoi? C'est que notre pays a connu en fait l'hyperinflation dès les années 1990. Puisque en 91, 93, il y a eu des pillages. Et donc, il y a eu en réalité cessation de la production. On ne peut pas parler économie sans parler de la production. Et donc, un défi à relever, c'est d'attirer l'investissement. Puisque sans investissement, et donc, vous ne pouvez pas consommer ce que vous n'avez pas produit, ou encore vous consommez excessivement cher ce que vous n'avez pas produit. C'est le cas avec l'alimentation par exemple, où nous dépensons près de 2,5 milliards l'année pour acheter, exporter ce qu'on doit manger, pour importer ce qu'on doit manger. Pourtant, nous avons l'océan, nous avons le fleuve, nous avons plusieurs cours d'eau, nous avons la terre arable, voilà. Nous avons tout ce dont il faut pour produire et manger à notre faim. Malheureusement, nous dépensons 2,5 milliards de dollars dans l'exportation. Et donc, dans l'importation. Dans l'importation, excusez-moi. Je ne sais pas, peut-être que je suis déjà très... extraverti. Non, je suis peut-être très confiant en ces ministères en me disant que nous allons commencer à exporter. Et du coup, le mot exportation me vient le plus souvent à la place d'importation. Oui. Et donc, il faut s'attaquer à cette cause-là. Il faut
amener, relancer en fait les tissus industriels. Voilà. Limiter, il y a ce n'est pas, je ne reviens pas sur cette phrase polémique là pour susciter la polémique, mais c'est pour nous appeler à réfléchir. Limiter, c'était connu comme étant limité industriel. Aujourd'hui, on parle de limité religieux. Parce que toutes les entreprises, ou presque, ont mis la clé sous le passeport. Et ce sont les églises qui ont remplacé. Et les églises ne produisent pas autant d'argent, oui, pour un groupe d'individus, mais les églises ne produisent pas autant d'argent pour plusieurs personnalités. Elles ne sont pas très fortes dans la redistribution de ce qu'elles auraient produit comme argent. Donc les églises ne sont pas censées être de structures de production d'argent normalement. Non, et c'est quand même un constat malheureux que de voir que là où il y avait des industries, qu'il y ait des églises. Je ne suis pas contre les églises. Moi-même, je suis un fervent chrétien. Mais c'est un mal. Et donc, le problème, en fait, là où je voulais en venir, c'est de dire que l'un des défis, c'est la relance du tissu industriel. Voilà, la relance du tissu industriel, mais tout à l'heure, je crois que vous avez fait allusion à la mesure qui a été prise pour justement dédollariser l'économie congolaise. Mais la plupart des gens qui travaillent, on va dire 99% de ceux qui travaillent, ils sont payés en francs congolais, fiston Oleko. Mais comment est-ce qu'ils peuvent en même temps être payés en francs congolais et garder le pouvoir d'achat pendant que le franc congolais se déprécie justement? Est-ce que le combat pour préserver le pouvoir d'achat, il est perdu d'avance vu le paysage actuel économique? Mais au regard de l'évolution socio-économique actuelle, on va dire que ce combat est perdu d'avance. Tant que nous serons toujours dépendants de l'importation, nous serons toujours une économie qui ne produit rien. Tant que nous serons toujours ce pays-là où on trouve même le paiement de nos logements, c'est fonds en dollars. Et donc nous serons toujours dans cette situation et le mal ne sera pas guéri parce que, comme vous l'avez dit, les Congolais sont payés en francs. Si vous allez par exemple ici à Limité, il y a encore quelques petites industries des Indo-Pakistanais. Vous allez voir qu'on paye nos compatriotes en francs. Par jour, vous allez voir des 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000 francs. C'est ça aussi une autre question à ouvrir l'œil et les bons pour augmenter le pouvoir d'achat des Congolais, voir la question de la politique salariale. Mais c'est ça le grand problème. C'est qu'il est difficile aujourd'hui de sauvegarder le pouvoir d'achat des Congolais, justement parce que tout se fait en dollars. Quand vous allez au marché, vous allez trouver des prix, on vous dit par exemple un pantalon, c'est 10 dollars, 15 dollars. Une chemise, c'est toujours comme ça. Un soulier, c'est difficile de quitter cela tant que nous n'avons pas encore quitté cette dollarisation, on va l'appeler comme ça, qui y est maintenant même dans nos veines. Mais c'est là une cause, justement parce que quand les Congolais n'ont plus confiance au franc congolais ou à la monnaie nationale, qui n'est pas stable, ben, tout le monde s'est réfugié. Chacun épargne d'abord en devises étrangères. Voilà pourquoi il est très important que le gouvernement puisse attaquer ces problèmes parce que ça va résoudre en conséquence beaucoup d'autres problèmes, même le problème du carburant. Mais malheureusement, la question ne nous concerne, ne dépend pas totalement de nous, dépend aussi de l'extérieur, mais ça dépend de nous dans la mesure où nous serons un jour capables de produire et arriver à la satiété au niveau international et enfin, comme a dit ici dans mon mat, d'exporter. Si on arrive à exporter, on aura une monnaie qui va tourner et aura de la valeur parce qu'on va vendre et on va faire entrer beaucoup de devises. Voilà, ça ne peut pas se décréter normalement la stabilité. Ça ne peut jamais se décréter par un discours ou je ne sais pas, par une démagogie quelconque. Voilà. Il y en a d'ailleurs qui ont fait des beaux discours en nous promettant de revoir le prix, de stabiliser la monnaie. Et après, on a vu que... Pendant qu'il parlait même, les dollars, les gens changeaient déjà de place. Certains ont même fui, on ne va pas citer le nom, certains ont même fui, abandonnant ce combat-là, oui. Abandonnant les champs de bataille pour aller se réfugier ailleurs. C'est pour dire combien
le mal est profond. Voilà, la question est particulièrement complexe, mais il y a une autre question, en tout cas une autre problématique, c'est la gestion de l'équilibre du système d'approvisionnement des produits pétroliers. Vous savez que cela coûte beaucoup d'argent à l'État. L'État doit dépenser des millions, d'abord pour avoir la capacité pour garantir la capacité des stocks de producteurs, en tout cas des acteurs de produits pétroliers, mais en même temps garantir le fait que le prix du carburant ne doit pas aller au-delà, parce que c'est un prix structurant, ça peut dérégler toute la vie économique. Ça aussi, c'est une question qui a cassé beaucoup les dents du gouvernement, parce que doit tout le temps dépenser en millions de dollars. Et aujourd'hui, les acteurs dans le secteur pétrolier réclament beaucoup d'argent en termes de centaines de millions de dollars au gouvernement. Est-ce que ce défi-là, il peut être résolu? Merci pour la question, Patrick Ilonga. Je vais d'abord commencer par dénoncer l'amour exagéré de nous les Congolais face au billet vers les dollars américains. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la République démocratique du Congo n'est pas une colonie des États-Unis d'Amérique, oui, ou un des États des États-Unis d'Amérique. J'ai suivi un jour le nouveau président libérien, celui qui a succédé. Pour ne pas vous couper, vous avez la parole, ouais, mais vous entendrez par exemple des ministres, des officiels du Congo qui disent que le budget c'est 16 milliards de dollars déjà. Bon, là c'est pour la bonne compréhension. Quand on donne le budget de l'exercice budgétaire donné en dollars américains, on le donne pour la compréhension du grand public. Parce que si on vous donne les budgets en francs congolais, combien serons-nous à capter ces chiffres-là et à les retenir? Que notre budget, c'est 1300 milliards, 800 millions, 282,32 francs congolais, par exemple. En Afrique de l'Ouest, ça passe, hein? Ça ne pose pas de problème. C'est un problème. C'est une tradition. Les hommes politiques nous ont toujours habitués à chiffrer, à donner le budget de l'année du pays en dollars. Mais pour je reviens. La population sente en fait le poids de... Je disais, budget. Voilà, pour qu'ils sentent le poids du budget, combien ça pèse, à 16 milliards, c'est beaucoup. Le nouveau président libérien, c'est celui qui a succédé à George Weah, il a donné une idée. Pour les 100 premiers jours, il avait dit: nous en avons marre du dollar. C'est le même problème que nous connaissons ici en République démocratique du Congo. Il avait proposé au peuple libérien, car on adopte seulement les dollars américains, que ça devienne notre monnaie. Peut-être ça va arranger les choses. Mais moi, je ne conseille pas... La monnaie, c'est un maillot de souveraineté. Je ne conseille pas ça au gouvernement congolais. Voilà, je voulais arriver là-bas. La monnaie, c'est un des maillots de la souveraineté nationale. Ce n'est pas pour rien que tous les pays qui nous environnent, beaucoup utilisent les francs CFA et nous avons les francs congolais. Hein? L'ancienne monnaie nationale, on appelait les Zaïre. Actuellement, nous avons notre franc congolais CDF. Nous en sommes fiers parce que c'est un des outils, un des instruments de notre souveraineté nationale, voire même de notre indépendance politique. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toutes les mesures prises pour la dédollarisation de l'économie congolaise, je vais dire comme un économiste, on ne guérit pas la fièvre en cassant les thermomètres. Moi, je pense qu'on guérit la fièvre en achetant du paracétamol. On administre aux patients et non en cassant les thermomètres. Encore que le paracétamol, c'est un calmant. Mais pour venir maintenant à la question de subvention des produits pétroliers. J'y reviens. Oui. J'avais dit en introduction que nous avons une économie extraversée. Nous importons plus, nous exportons moins. Oui. La RDC, avec plus de 100 millions d'âmes, nous disposons de plus de 80 millions de terres arables, mais on ne veut pas cultiver, planter certains produits pour lesquels nous avons des avantages comparatifs. On préfère les importer. Qui empêche aux Congolais, par exemple, de cultiver les riz? On a des terrains propices. Qui empêche aux Congolais de faire la pêche?
Mais nous préférons importer les poissons de la Namibie et du Zimbabwe. C'est pour vous dire que nous avons des sérieux problèmes dans notre pays. Tant que notre production n'aura pas augmenté, tout ce que nous allons faire ne serait que, comme vous l'avez dit, du paracétamol, du calmant. Ce que nous devons faire, nous devons produire. Et puis, quand nous produisons, nous n'allons plus importer. Parce que tous les opérateurs économiques que vous voyez, ils achètent leurs marchandises en devises. Oui. Mais malheureusement, ils vendent en monnaie nationale. Maintenant, quand ils sont en rupture de stock, ils font quoi? Ils vont auprès de la banque centrale ou bien des banques commerciales pour acheter les devises et faire des transferts auprès de leurs fournisseurs pour acquérir de nouvelles marchandises. C'est là où se posent les problèmes et notre monnaie aussi n'est pas stable. Mais vous allez bloquer les terminaux de paiement. C'est bien. On a vu ça dans d'autres pays. Il y a des gens qui disent « Oh non, Ezamabe, mesure on Ezamabe ». En Angola, on consomme presque plus les dollars. En Afrique du Sud, je me rappelle, si vous faites sortir les dollars, personne ne va prendre ces billets-là. Vous risquez de mourir de faim dans un restaurant. En Afrique du Sud, on a bloqué dans tous les terminaux de paiement l'usage du dollar. Les dollars ne circulent qu'au niveau des banques et au niveau des aéroports, au niveau des frontières. Vous dépassez la frontière d'un aéroport donné en Afrique du Sud, vous entrez dans la ville, votre dollar là c'est comme du papier. Vous n'allez pas les consommer. C'est là où nous voulons en arriver. On a pris des mesures, personne ne veut les mettre en pratique, personne ne veut les pratiquer. Maintenant, la Banque centrale a pris des mesures fortes. Nous pensons qu'elle sera soutenue et par le ministère des Finances et par le ministère de l'Économie nationale. Maintenant, je reviens à votre question. Moi, je pense que l'État congolais doit mettre fin au système des subventions. Vous savez, Patrick Ilunga, l'État congolais dépense beaucoup d'argent en subventionnant les carburants. Près de 50%. Près de 50%. Du prix là du carburant que nous payons à la pompe. 50% c'est l'argent du trésor public. Donc quand vous achetez 1 litre de carburant à 3000, c'est 3400, 3400 quelque chose. Donc, chers compatriotes, vous devez diviser ces montants-là par 2. C'est au moins 1500 francs congolais que l'État congolais paye aux pétroliers producteurs pour que vous puissiez avoir ces litres de carburant. Moi, je pense que l'État doit laisser la loi de l'offre et de la demande, réguler les marchés, parce que ce sont des millions qui peuvent être investis dans plusieurs projets d'infrastructure. Je sais qu'il y aura des gens qui vont dire, bon, l'État qui a subventionné le carburant, et demain si le carburant revient à 6 000 francs congolais à la pompe. Dans un premier temps, ça sera dur, la pilule sera amère, mais à la fin, dans quelques mois, vous allez me donner raison, vous allez voir que les choses vont revenir à la normale. Pourquoi? Chaque fois quand les dollars prennent de l'ascenseur par rapport au franc congolais, qui prend les escaliers, les pétroliers producteurs sont appelés avec le gouvernement à aller négocier pour revoir les prix. C'est comme ça les raccords. Si le baril du pétrole aussi, les prix changent au niveau des différentes bourses, que ce soit aux États-Unis ou à Londres, le prix du carburant à la pompe doit changer. C'est encore plus coûteux dans le Congo profond à cause de l'absence des infrastructures. Parce que pour acheminer les carburants, par exemple à Beni, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Voilà. Il faut passer par des ports des pays frontaliers comme la Tanzanie, et la logistique pour transporter un produit inflammable comme les carburants, ça coûte excessivement cher. C'est pour cela que vous voyez que dans les Congo profonds, les carburants coûtent très cher que dans la partie ouest du pays. Voilà, on va faire tourner la parole. Dans mon mat, Dieudonné Boanali vient de proposer à l'État d'arrêter les subventions du carburant. Or, on sait que le carburant, c'est un produit, en tout cas, le prix du carburant doit être considéré comme des prix structurants qui touchent, en tout cas, tous les secteurs de la vie. Est-ce qu'on ne peut pas, on n'est pas en train d'aller, selon la proposition de Dieudonné Boanali, vers peut-être une solution qui va engendrer un autre problème, la subvention de carburant, bien l'arrêt de subvention. L'arrêt des subventions du carburant, maintenant, tout de suite là,
je crois que ça serait une mesure suicidaire pour beaucoup de Congolais. Il faut d'abord comprendre pourquoi l'État a été amené à subventionner le carburant. Tout simplement parce que vous et moi, nous le savons, le carburant a une nature assez stratégique et impacte de nombreux secteurs. Chaque matin, pour quitter votre domicile et venir à Géopolis, vous empruntez un taxibus en commun, ou soit vous payez le carburant vous-même dans votre voiture. Les marchandises, pour qu'elles puissent quitter du lieu de production au lieu de consommation, doivent être acheminés par des véhicules qui consomment du carburant. Et donc, c'est par rapport à cette nature-là stratégique que l'État a été appelé, puisque rappelez-vous tout à l'heure, M. Fiston, parlant des défis économiques, a relevé un point. Et je vais y revenir. Le Congolais n'a pas un pouvoir d'achat assez efficace. Et donc, face à cela, l'État s'est dit, on doit subventionner à hauteur de plus ou moins 40%. Ce n'est pas une mesure qui est tombée juste pour le plaisir, c'est une politique sociale, bien entendu, qui est très coûteuse, puisqu'en parlant des chiffres, l'État dépense plus ou moins 50 millions de dollars pour compenser, au fait, le perte des pétroliers par mois. Et ces montants-là peuvent atteindre les 400 millions, 500 l'année. C'est beaucoup plus cet argent-là, c'est beaucoup plus que l'argent qui est investi dans la santé. Et figurez-vous, on dirait même ironie du sort, ces montants-là est supérieur à l'argent qu'on investit dans les infrastructures. Donc vous imaginez les carburants qui doivent permettre d'alimenter les voitures pour circuler sur la route. L'État investit beaucoup, plus que d'investir dans les routes sur lesquelles passent les véhicules avec les carburants. Et puis pour vous soutenir, l'État subventionne les carburants, mais malheureusement sur le marché, nous constatons que les transports, quels que soient les secteurs, que ce soit aérien, terrestre, fluvial, laquiste, coûtent excessivement cher. Combien avez-vous dépensé aujourd'hui, rien qu'en venant en ville, pour arriver ici au bureau de Géopolis? C'est beaucoup. Comment imaginez-vous un carburant qui est subventionné à raison de 50% par les trésors publics de l'État congolais, et tous ces propriétaires de véhicules, par exemple, de transport en commun, ils vous taxent des prix sur les différentes lignes dépassant votre bourse. Qui sont des prix illégaux en général. Laissez-moi, monsieur, terminer. Très vite, et puis on va passer la parole à Fiston. Justifier pourquoi l'État subventionne les carburants. Il y a d'abord le pouvoir d'achat du Congolais qui est faible. Là où j'ai dit qu'il ne faut pas, on ne peut pas arrêter la subvention là tout de suite. Je propose qu'on aille graduellement, pas d'une manière abusive. La deuxième raison graduellement veut que cette mesure ne peut pas être appliquée maintenant. Parce que, en fait, le carburant, le prix du carburant, on les taxe sur base de 3 paramètres. Okay? Il y a plutôt les prix d'importation de produits. Et puis il y a la structure de valeur par zone géographique. Et puis il y a un troisième paramètre, là encore, qui vient de faire débat tout à l'heure, c'est les taux d'échange. Et donc, lorsque un de ces paramètres bouge, dépense le seuil de tolérance fixé à 5%, le prix doit changer. Imaginez-vous, nous sommes dans un pays où, on a dit tout à l'heure, c'était ce qui a fait l'objet de la première question, imaginez-vous dans un pays où le taux des dollars change chaque jour. Où vous vous réveillez, vous ne savez pas, aujourd'hui nous allons négocier le dollar à combien. Imaginez-vous, avec cette instabilité, que l'État puisse arrêter de subventionner là tout de suite le carburant, eh bien, ça sera parti pour des crises bien plus graves et bien plus profondes qui risquent de changer la configuration de notre pays. On va passer la parole. Je ne suis pas le présentateur de l'émission, je peux poser une question. Tu es d'accord que l'État subventionne, il est d'accord que l'État subventionne les carburants utilisés par les miniers, par les compagnies d'aviation. L'État subventionne les carburants utilisés par les riches, consommés par les riches. Ça, c'est une mesure qui existe déjà. On va avancer dans le débat si vous permettez, parce qu'on a d'autres sujets à traiter. On va passer la parole à Fiston Leko qui va clore avec ce débat. Fiston Leko, on est là dans
dans une illustration parfaite de ce qu'on appelle choc exogène. C'est-à-dire que ce qui se passe en Ukraine, en Russie, fait que le carburant monte de prix et en ce moment-là, l'État ne peut pas se permettre de ne pas agir. Donc, la question de la subvention, comme a proposé Dieudonné Boinali, dont mon mat a aussi argumenté là-dessus, pour vous, comment voyez-vous? L'État doit continuer ou doit arrêter la subvention? Bon, moi je pense que ça sera fatal que l'État arrête avec cette subvention, parce qu'on a parlé ici de la situation socio-économique des Congolais, c'est très difficile. Déjà, si vous allez par exemple au niveau du pont Matete, je vous donne une illustration. Au niveau du pont Matete, chaque soir, vous allez voir comment les Quinois font pied parce qu'il n'y a pas de bourse pour arriver à Ndjili, pour arriver à Pascal, pour arriver à Bitabé, ou que sais-je encore. Donc, ça sera fatal que nous arrivions à lever cette subvention. La politique de subvention, on peut la trouver partout, surtout en Afrique. Vous allez par exemple en Égypte, vous allez trouver que l'État égyptien subventionne le pain, et Tunisie de même. Il y a même ici... L'État égyptien vient d'arrêter de subventionner le pain. Justement, oui. J'ai dit que la politique existe. Là, je donne des illustrations. Bien qu'il vienne d'arrêter... Vous êtes partisan de subventions de l'eau, subvention de l'électricité, subvention du carburant. C'est ça que nous n'avons pas dit. C'est ça que je n'ai pas dit. De l'électricité de bonne qualité. Moi, je suis... de nos robinets. Tolérance, s'il vous plaît. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que l'État trouve un équilibre, l'État congolais trouve un équilibre entre, bien évidemment, préserver le pouvoir d'achat ou préserver le pouvoir d'achat des Congolais, mais aussi voir aussi comment dégraisser un tout petit peu la somme qui est réservée au paiement des manques à gagner, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des opérateurs pétroliers qui nous fournissent des produits pétroliers. Ça va équilibrer et nous allons voir que ça va bouger, mais pas trop. Mais le mal ne sera pas guéri. Le mal ne sera pas guéri parce qu'on ne raffine pas chez nous, parce que le dollar, on n'a pas encore maîtrisé. Donc c'est ça le vrai problème. Dans mon matériel, comment égrener tous les paramètres qui entrent dans la construction du prix, dans la construction du prix des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Donc on voit là que tous les paramètres là, aucun d'eux ne dépend directement de nous. Donc nous sommes toujours comme ça à la merci, bien évidemment, des chocs externes, et ça sera difficile si on arrête avec cette subvention. J'insiste là-dessus, ça sera très compliqué. Peut-être trouver un autre mécanisme de dégraisser la somme. Voilà, de l'économie, nous allons passer à une autre forme de l'économie qui a été en tout cas créée avec le ministère de l'économie, le ministère des affaires, le ministère de l'environnement, avec un ministère délégué de l'économie de climat. En tout cas, c'est une nouvelle matière, une nouvelle filière, en tout cas en République démocratique du Congo. Dieudonné Boinali, il nous reste très peu de temps, on va aller vite. Quels sont les défis déjà autour de cette économie-là, l'économie climatique? Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'un ministère a été créé pour suivre ces questions-là. Bon, je vais d'abord rappeler que la République démocratique du Congo est citée parmi les pays détenteurs des grandes forêts qui constituent aujourd'hui, je peux dire, les poumons, les grands réservoirs d'oxygène pour l'humanité. Avec l'avènement de plusieurs problèmes climatiques, vous avez les réchauffements climatiques, les taux en ce qui concerne la chaleur va en augmentant. Vous avez les gaz à effet de serre qui fait beaucoup de dégâts au sein de l'humanité. Vous avez des inondations, vous avez des vents violents, vous avez des canicules qui poussent même certaines forêts, certains quartiers, des habitations à prendre feu. Tout ça, ce sont les résultats du réchauffement climatique. Maintenant, l'humanité tout entière a vu que le Brésil, grâce à sa forêt, l'Amazonie, le Congo, avec sa forêt équatoriale,
dont la République démocratique du Congo dispose de 2 tiers, si nous continuons du Congo. À couper les bois, comme nous le faisons aujourd'hui, avec une exploitation industrielle massive, avec des coupes illégales du bois. N'oubliez pas, il y a du bois de contrebande qui est vendu de l'autre côté de l'Uturi, qui n'est pas contrôlé par l'État congolais, coupé et vendu par des forces négatives. Donc demain, le Congo, avec l'avancement du désert vers l'Afrique centrale, nous risquons de connaître aussi les problèmes que connaissent déjà certains pays. Voilà pourquoi, en échange, les grands pays pollueurs comme la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, et le Japon, je voulais dire les pays les plus industrialisés du monde, qui polluent plus, dont les économies utilisent encore jusqu'à ce jour les énergies fossiles, par exemple les charbons. On demandait à des pays comme la République démocratique du Congo, le Brésil, l'Indonésie, en échange de ne pas exploiter nos forêts, ils vont commencer à nous donner un certain nombre de fonds via des programmes. Les fonds verts. Voilà, appelés des fonds verts. Ouais. Maintenant, là où les bas blessent, il y a un certain déséquilibre dans l'attribution de ces fonds-là ou bien dans les compensations. Comment imaginer un pays comme l'Afrique du Sud, qui est un pays désertique, puisse recevoir des milliards de dollars en guise de compensation, mais pour la République démocratique du Congo, on promet à la ministre F. Bazaïba de l'environnement et du développement durable 500 millions de dollars. Il se pose un sérieux problème de justice climatique. Un pays comme l'Indonésie, qui a moins de forêts que le Congo, la RDC a 2 tiers des forêts de la Kivu centrale, on lui donne plus d'argent. Il se pose un sérieux problème de justice climatique. Bon, vous demandez aussi aux États d'interdire à leur population qui vivent de la production de la braise, les fameux makala. Vous savez que 80% de la population africaine vit dans les milieux ruraux. Ces Africains-là, bref, ces Congolais-là, n'ont pas l'électricité 24/24. Vous demandez à ces gens-là, dont les forêts constituent leur restaurant naturel. C'est-à-dire, pour qu'ils mangent, ils doivent aller pêcher dans la forêt et chasser dans la forêt. Pour qu'ils mangent, ils doivent aller pêcher dans des cours d'eau. Pour qu'ils mangent, ils doivent aller couper les bois, brûler les forêts et fabriquer les fameux makala. Vous demandez à ces citoyens-là lambda, Madame Banda Lelo Tika Kosala Makala, Kokataka sous Konite, parce qu'il faut préserver la planète, la France pollue, l'Allemagne pollue, le Japon pollue, et c'est cette pauvre maman-là qui doit payer les prix et sans solution de rechange. C'est pour cela que j'ai dit il y a des sérieux problèmes. Maintenant, dans des pays bénéficiaires de ces fonds verts, il s'est posé un problème sérieux. Il manquait des structures qui doivent continuer à faire les plaidoyers pour réclamer ces fonds et pour leur gestion. Maintenant, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a eu l'ingénieuse idée pour créer les ministères délégués en charge de l'économie climatique. Voilà. Et cette idée-là tombe à point nommé parce que c'est bien, parce que laisser tous ces portefeuilles-là à F. Bazaïba, c'était trop vaste. Voilà. Je pense qu'il fallait un peu segmenter, enlever un pan entier du secteur de l'environnement et du développement durable, donner ça à un ministre qui va continuer. Moi, je considère ça comme un ministère des Finances bis, entre guillemets, ces ministères-là. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Il faut doter ces ministères d'un secrétariat général et des différents services, parce que le ministre ne travaillera pas seul avec son cabinet politique. Voilà. Une chose est d'avoir des structures comme le ministère, et le ministère qui existe déjà avec Madame Stéphanie Mbombo comme ministre. Mais dans mon match, vous avez évoqué tout à l'heure la question de fonds verts. C'est vrai qu'il y a eu des promesses
à la COP 15, COP, jusqu'à ce qu'on arrive à la COP 28 aujourd'hui, mais des promesses qui sont restées lettres mortes. Je vais vous répondre à tout. Oui. Maintenant, est-ce que nous avons d'abord la qualification, les compétences et le personnel qu'il faut pour continuer à aller faire le plaidoyer et aller pour capter ces flux financiers-là? Alors, déjà, je vais vous raconter très rapidement une petite anecdote. Avant-hier, j'étais dans une conférence et la ministre Eva Zaïba nous a partagé quelque chose. Elle dit, elle était dans une conférence quelque part au monde et on lui demande d'où viens-tu. Elle dit de la RDC, on lui demande où se trouve la RDC. Elle dit en Afrique centrale. Le fameux pays solution. C'est à côté du Cuba. Elle était choquée, énervée, mais elle a dû se contenir d'après ses dires. Mais il devrait quand même en rire parce que le monsieur là, on peut dire qu'il n'est pas... Moi, je devais en rire et demander au monsieur. J'allais demander au monsieur qui t'a enseigné les cours de géographie. Comment il peut se retrouver dans des conférences comme ça et savoir pas l'Afrique centrale? Au Congo, on doit arrêter d'être naïf. Lorsqu'on dispose le fonds, j'ai une petite expérience dans les ONG. Lorsqu'on dispose de fonds, on dit que voilà, il y a le fonds, les pays pollueurs mettent à la disposition des pays moins développés de l'argent pour préserver leur environnement et pour faire des activités qui ne polluent pas trop l'environnement. Cela ne suffit pas, cela ne dit pas que vous avez directement accès à ces financements. Ce qu'il faut, c'est de présenter des projets qui vont dans le sens de ce qui vous est proposé. Et là, disons-le ouvertement, nous n'avons pas de capacité à argumenter. C'est là que revient la question de plaidoyer. Et je crois que ce sera l'un des défis de ces ministères. Il faudra outiller le Congolais, les gens qui vont y travailler, à savoir mener de plaidoyer, faire connaître les bassins du Congo, montrer en quoi... Mais est-ce que le bassin du Congo, il n'est vraiment pas connu? Attendez, c'est comme aujourd'hui vous parlez de la guerre M23 RDC, c'est connu de tout le monde. Mais il a fallu qu'il y ait des plaidoyers, il a fallu qu'il y ait une diplomatie agissante pour qu'aujourd'hui, après 2 ans, 3 ans, que l'on commence à dire c'est X qui alimente cette rébellion-là. C'est comme ça que marche le monde. On ne va pas vous offrir les choses comme sur un plateau d'or et voilà, servez-vous. Non, il faut, même pour ce que vous avez, vous devez vous battre pour avoir ça. Et donc, il faut outiller les gens sur le plaidoyer pour qu'ils sachent présenter correctement le bassin du Congo et pour qu'ils puissent amener à convaincre ces gens-là à nous donner la part de l'argent qu'ils nous doivent parce que le bassin du Congo, c'est en fait le poumon de la terre. Aujourd'hui, la terre est de plus en plus polluée. On a besoin de préserver ces bassins-là et en même temps, on a besoin, comme le disait tout à l'heure M. Bonali, on a besoin de proposer à toutes les personnes qui vivent essentiellement de cette forêt-là, on a besoin de leur proposer des activités secondaires qui puissent leur permettre de continuer à vivre, de mener une bonne vie. Voilà, Fiston Oleko, vous allez prendre la parole en dernier par rapport à ce sujet. Est-ce que le Congo sera un jour, on va dire, il ne sera pas un jour le dindon de la farce dans toutes ces choses-là? Dieudonné Bonali a posé le problème ici en évoquant l'Afrique du Sud, qui n'est pas parmi les pays du bassin du Congo, mais qui capte beaucoup plus de flux financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas aussi chez nous? Le fait que le gouvernement ait aujourd'hui un ministère en charge de l'économie et du climat, pour vous, est-ce que c'est une solution déjà? Moi, je vais dire que c'est un pas vers la solution. Pourquoi? Je m'explique. Parce que vous savez, quand on parle de l'économie, de la nouvelle économie du climat, c'est en fait trouver l'équilibre entre la préservation des forêts, la préservation de la biodiversité et justement le développement de l'économie locale avec la création des emplois pour les communautés, pour ne pas assister à ce que Dieudonné Bonali a dit ici, qu'on interdit aux populations de couper des bois alors qu'ils n'ont pas d'électricité, alors qu'ils n'ont pas, bien évidemment, d'autres alternatives pour, par exemple, chauffer les aliments à manger. Vous voyez, d'autres sources d'énergie. Justement. Donc, ce sont des alternatives qu'il faut créer. Bon, la question qui se pose, comme toujours, c'est la question du programme. Vous savez, la RDC, nous avons cette habitude, depuis un certain temps, de passer pour une victime. D'aller au fond des questions. Est-ce que la RDC, c'est un pays solution aux problèmes climatiques qui se posent dans le monde? On va dire, nous tous, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des finances, des ressources financières qui, dans le monde,
et d'autres pays les captent. Ils sont disponibles quelque part. Ils sont disponibles et on a donné l'exemple ici de l'Afrique du Sud. Mais est-ce que nous avons déjà imaginé de proposer ou d'emprunter la méthode qu'a appliquée l'Afrique du Sud pour que nous aussi, nous bénéficions de ces financements? C'est là où se pose le problème. Moi, je pense que nous devons nous poser de très belles questions, des questions de fond, et ne pas toujours tergiverser autour des questions de victimisation, et enfin indexer ou soit trouver des boucs émissaires pour justifier, on va dire, notre incapacité à proposer des programmes qui peuvent faire en sorte que nous absorbions ces financements qui sont dans le monde. J'ai assisté, par exemple, vous aurez la parole. Fiston, vous avez la parole, mais la RDC, il ne faut pas l'indexer trop vite. Hein. Il faut rappeler aussi que à la COP 28, la RDC avait reçu, je crois, une soixantaine de millions de dollars, quand même. C'est par rapport à notre capacité d'absorber ces fonds. Si vous regardez, il y a 5 ans, par rapport à la vallée de nos tourbières, par rapport mais non, notre tourbière, notre forêt, oxygène à l'humanité, la Banque mondiale a publié un rapport récemment ici, et elle a dit que nos forêts peuvent produire de 222 à 325 milliards de dollars américains. Et c'est à nous, moi je pense, que nous mettons ensemble nos intelligences sur les secteurs, sur la matière, et je ne pense pas que la communauté internationale ou les gens qui détiennent ces financements sont aussi contre la RDC à ce point jusqu'à nous priver ce qui nous est dû des droits. Il y a aussi une petite question, une petite chose à ajouter par rapport à ça, parce que le problème aussi pour le Congo, c'est dans la gestion de fonds qu'il reçoit. Justement, la capacité d'absorption. C'est aussi le plus grand problème, puisque vous verrez que même les fonds qui avaient été destinés pour telle chose il y a des ONG qui vont se créer, des ONG mallettes qui vont se créer, et on va distribuer cet argent-là dans les ONG familiales, et chacun va prendre bouffer. Il faut qu'on se le dise clairement, on doit aussi avoir la capacité. Il y a aussi ça, la crédibilité des structures qui vont gérer. De capter les finances, mais aussi de savoir les gérer à bon escient. Voilà, autour de l'économie du climat, en tout cas, la promesse du chef de l'État avait été faite, c'est de créer l'Institut pour l'économie climatique. Je crois qu'on va suivre ça de très très près. C'est déjà la fin, mais avant de terminer, on va faire un dernier tour de table. 30 secondes, mot de la fin. Dieudonné Boinali. 30 secondes. Bon, les mots de la fin, j'aimerais mettre les points sur les i. En 30 secondes. Quand j'ai demandé qu'on puisse supprimer les subventions des carburants, les gens m'ont répondu, les confrères m'ont répondu, ceux que nous suivons m'ont répondu, mais messieurs, c'est suicidaire, dans quelle planète vivez-vous? Mais moi, je dis, j'ai une vision futuriste. Aujourd'hui, on parle de l'économie verte. La RDC s'est lancée dans la course de fabrication des batteries électriques parce que nous sommes les premiers producteurs mondiaux du cobalt avec 67% des parts des marchés. Nous avons encore les cuivres, nous sommes les premiers producteurs africains du cuivre. Demain, on parlera de nous comme un grand producteur du coltan et du niobium et des autres minéraux qui entrent dans le cadre de la transition énergétique des métaux stratégiques. Je voulais conseiller à notre gouvernement, à notre population. Aujourd'hui, si on supprime les subventions, nous allons pleurer, ça va nous faire mal, il faut serrer la ceinture, mais demain, nous aurons des lendemains meilleurs. Pourquoi? D'autres pays aujourd'hui, comme le Kenya, vous allez en Égypte, vous allez au Zimbabwe, en Afrique du Sud, on commence déjà à investir sur des bus électriques, des voitures électriques, des trains électriques. Ça, c'est pas la population qui investit, c'est les gouvernements. C'est les gouvernements. Mais pourquoi voulez-vous, le monde avance, tous les pays avancent, nous on doit continuer toujours à consommer les carburants, mais les énergies fossiles, ce sont des matières épuisantes et puis polluantes. Descendez sur le boulevard du 30 juin ici, vous allez voir combien d'engins sont en bon état, combien d'engins sont en train de polluer l'environnement de Kinshasa. Merci. Voilà là où moi j'étais. Votre mot de la fin, Domomat, aussi en 20 secondes. Sans soutenir ce que M. Boinali est en train de développer là, mais je dois reconnaître que pour l'État de subventionner les carburants, c'est comme un homme qui est sur une chaise avec une corde au cou et qui est sur le point de se suicider. De lâcher la chaise. Ce qu'il doit faire, c'est de chercher peut-être un ciseau, de demander de l'aide, couper la corde, et puis après descendre de la chaise et enlever la corde. Il y a les moyens de transport non polluants. De son cou.
Il faut les acquérir. Il faut commencer à se désengager progressivement. Par exemple, arrêter de subventionner les carburants dans les secteurs miniers. C'est déjà quelque chose qui avait été évoqué. Et puis, travailler sur d'autres secteurs, comme l'a évoqué M. Bonali, là, moi je le rejoins. Et progressivement, avec le temps, donner le pouvoir d'achat aux Congolais, investir dans d'autres moyens de transport, et à ce moment-là, on pourrait arriver à subventionner totalement le... Fiston Oleko, en 30 secondes, votre mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Ilunga, surtout pour cette belle émission et de m'avoir associé à cet exercice. Moi je dirais que le Congo, parce qu'il s'agissait de ça aussi, la question des défis économiques de la République démocratique du Congo, particulièrement face à, avec le ministre qui vient d'entrer en fonction. Je vais revenir sur ce titre de son livre, Guérir les Congo du mal zaïrois. C'est ça la grande question. Quel est le mal zaïrois? Le mal zaïrois, c'est la corruption. Quel est le mal zaïrois? Le mal zaïrois, c'est cette dollarisation à outrance. La non-affichage des prix. C'est ça aussi. Le mal zaïrois, c'est aussi le pillage qui a déconstruit notre tissu économique avec la destruction de notre industrie. Peu orthodoxe. Voilà, donc c'est ça. La RDC peut être un pays où il faut beau vivre, mais cela dépend aussi de son élite, cela dépend de son gouvernement ou ses représentants au niveau de l'État qui doivent mettre en place des politiques. Moi, je me dis toujours, on n'a pas de politiques claires, sectorielles, dans beaucoup de domaines, notamment l'agriculture, l'industrie. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça et je pense que nous ne manquons pas d'intelligence et la volonté politique pour y arriver. Merci Fiston Oleko. En tout cas, on va remercier tout le plateau, en commençant par Fiston Oleko. Merci beaucoup. Dieudonné Bonali, on vous remercie également. On remercie également Don Momat. Nous remercions les techniciens, nos amis comme Stani Samba qui s'est affairé derrière les caméras pour la réussite de cette émission. Remerciements également à la régie. Nous allons également remercier tous nos téléspectateurs. En tout cas, on sait que le gouvernement qui sera investi la semaine prochaine a du pain sur la planche au regard de ces arguments qui ont été développés ici. Géopresse, c'est ici la fin du parcours. Nous allons nous quitter avec l'espoir de nous retrouver la semaine prochaine. Ce sera toujours avec le même plaisir.